Je suis Chase Bennett, 32 ans, et le son de ma propre mère hurlant en pleine cour que je suis mentalement incompétent est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de vous raconter comment le marteau est tombé et le regard sur son visage quand la vérité a enfin éclaté, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. L'air dans le tribunal du comté de Milwaukee sent toujours la même chose. C'est un mélange de cire à parquet, de café éventé et de sueur nerveuse. C'est une odeur que je connais mieux que celle de mon propre appartement. J'ai passé les 7 dernières années de ma vie dans des pièces comme celle-ci. Assis sur des chaises conçues pour être inconfortables, écoutant des gens mentir. Généralement, c'est moi qui suis assis à la barre des témoins, calme, serein, avec un dossier rempli de preuves devant moi. Je suis généralement le chasseur. Mais le 14 mars, dans la salle d'audience 412, je n'étais pas le témoin expert. J'étais l'accusé et la personne qui tentait de détruire ma vie n'était pas un détourneur de fonds d'entreprise ou un PDG qui évite les impôts. C'était la femme qui m'a donné naissance. Je me suis assis à la table du défendeur. Mes mains croisées sur le bois poli. Je gardais ma respiration régulière, inspirant, expirant. Je me concentrais sur la texture de la table, le grain du bois. Tout pour éviter de la regarder, mais je pouvais l'entendre. On ne peut pas éteindre une voix que l'on a passé les 14 premières années de sa vie à essayer de plaire. Il est malade, a crié Daisy Bennett au listé. Sa voix s'est brisée, résonnant sous les hauts plafonds. Ce n'était pas un cri d'inquiétude. C'était une arme. Il a été instable toute sa vie. Il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Regardez-le. Il se referme sur lui-même en ce moment. Elle me désignait du doigt, avec un doigt manucuré. Je sentais les yeux de tout le monde dans la pièce. L'huissier, la sténographe, les quelques spectateurs s'enflammant dans mon dos. Ma mère portait un blazer bleu marine que je savais qu'elle avait acheté spécialement pour ce jour. Elle voulait avoir l'air respectable. Elle voulait avoir l'air d'une fille en deuil préoccupée par son fils en difficulté. À côté d'elle se tenait Théodore Olisté, mon beau-père. Il secouait lentement la tête, son visage un masque de tristesse joué comme s'il regardait une tragédie qu'il avait essayé si fort d'empêcher. « Votre honneur » a poursuivi Daisy, ignorant la main de son avocat sur son bras. Ma mère, que Dieu ait son âme, a été manipulée. Chase n'est pas capable de gérer un domaine de cette taille. Il n'est pas capable de gérer un chéquier. Il a besoin d'aide. Nous voulons juste lui obtenir l'aide dont il a besoin et protéger l'héritage de ma mère. Héritage. Ce mot est resté en suspens dans l'air comme une mauvaise blague. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas crié qu'elle était une menteuse. Je ne me suis pas levé pour dire à la pièce qu'elle ne m'avait pas appelé pour mon anniversaire depuis 10 ans. Je suis juste resté assis là. Pour l'œil non averti, j'avais probablement l'air renfermé. J'avais probablement l'air exactement de l'homme brisé, socialement maladroit, mentalement fragile qu'elle me dépeignait. Mais je ne me renfermais pas. J'attendais. La juge Patricia Kowalik était assise sur le banc, au-dessus de nous tous. C'était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris acier coupés en carrés nets et des lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Je l'avais vue supporter des heures de témoignages fastidieux sans ciller. Je savais qu'elle détestait le drame dans sa salle d'audience. Je savais qu'elle méprisait les interruptions. Elle a laissé ma mère terminer son accès de colère. Elle a laissé le silence s'étirer ensuite, lourd et suffocant. Le seul son était le grattement de la machine de la sténographe. Puis, la juge Kowalik a retiré ses lunettes. Elle les a pliées lentement et les a posées sur la pile de dossiers devant elle. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle a tourné son regard vers l'homme en costume trop grand debout à côté d'elle. Bradley Fenwick, l'avocat de ma mère. Bradley était jeune, peut-être 28 ans. Il se pavanait dans la salle d'audience toute la matinée, confiant que c'était une affaire de tutelle facile. Il pensait qu'il combattait un comptable reclus et instable. Il pensait qu'il avait déjà gagné. « Monsieur Fenwick » a dit la juge. Sa voix était calme, mais elle portait dans tous les coins de la pièce. « Oui, votre honneur. » Bradley a ajusté sa cravate, l'air prêt à s'excuser pour l'explosion émotionnelle de sa cliente. « J'ai lu votre déclaration liminaire » a dit la juge. J'ai lu la pétition déposée par votre cliente. Vous affirmez que Monsieur Bennett ici est mentalement incompétent.
Vous affirmez qu'il n'a pas la capacité cognitive de comprendre les questions financières. Vous affirmez qu'il est un danger pour son propre bien-être financier. Nous avons des documents, votre honneur, a dit Bradley, tendant la main vers un dossier. Des rapports de conseillers scolaires d'il y a 18 ans. Des déclarations de témoins de membres de la famille. La juge Kowalik a levé la main. Bradley a cessé de parler immédiatement. Elle s'est penchée en avant. Le cuir de sa chaise a gémi. Elle a regardé Bradley Fenwick droit dans les yeux. Puis elle a tourné son regard vers moi pendant une fraction de seconde, un éclair de reconnaissance que personne d'autre n'a vu avant de se tourner de nouveau vers lui. « Conseiller » a-t-elle demandé, son ton dangereusement calme. « N'avez-vous vraiment aucune idée de qui est cet homme ?» Bradley a cligné des yeux. Il a regardé ses notes. Puis il m'a regardé. Il a vu un homme en costume gris assis seul. Il a vu un inconnu. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, votre honneur, a balbutié Bradley. Il est Chase Bennett, le défendeur. L'homme que vous qualifiez de mentalement incompétent, a répété la juge. L'homme que vous dites ne pas pouvoir comprendre la finance de base. Le visage de ma mère a changé. Le masque de tristesse a glissé, remplacé par un éclair de confusion. Elle a regardé Théodore. Théodore a cessé de secouer la tête. Il s'est redressé, ses yeux allant du juge à moi. Oui, votre honneur, a dit Bradley, sa confiance vacillante. C'est notre position, la juge a poussé un soupir qui ressemblait étrangement à de la déception. Elle a ouvert le dossier devant elle. Monsieur Fenwick, a-t-elle dit. Au cours des 7 dernières années, j'ai présidé 11 affaires majeures de fraude financière dans cette même salle d'audience. Des affaires impliquant des millions de dollars. Des affaires impliquant une comptabilité légale complexe qui vous ferait tourner la tête. Bradley était figé. Le visage de ma mère est devenu pâle. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun son n'en est sorti. Et dans chacune de ces affaires, a poursuivi la juge, sa voix se durcissant. Le tribunal s'est appuyé sur le témoignage expert d'un seul homme. Un homme dont l'analyse est si précise, si irréprochable que les avocats de la défense tremblent quand ils voient son nom sur la liste des témoins. Elle a pointé le bras de ses lunettes vers moi. Vous êtes en train de me dire que l'un des experts comptables judiciaires certifiés les plus respectés de l'État du Wisconsin, un homme que ce tribunal a qualifié d'expert à 38 reprises, est mentalement incompétent. Attendez, a murmuré ma mère. C'était assez fort pour que le microphone le capte. Quoi? Bradley Fenwick avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois. Il est comptable, a couiné Bradley. Il est le comptable, a corrigé la juge. Et il semble, conseiller, que vous et votre cliente avez commis une très grave erreur de calcul. J'ai enfin levé les yeux. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. La couleur avait complètement disparu de son visage. L'arrogance avait disparu. À sa place, il y avait de la peur. Une peur pure et non falsifiée. Parce qu'elle a réalisé à cette seconde exacte qu'elle n'était pas seulement entrée dans une salle d'audience. Elle était entrée dans un piège. Mais pour comprendre à quel point ce moment était doux, pour comprendre pourquoi je n'ai pas dit un mot pendant qu'elle me criait dessus, il faut comprendre d'où je venais. Il faut comprendre qu'avant d'être un témoin expert, avant d'être l'homme en costume, je n'étais qu'un garçon de 14 ans regardant la voiture de sa mère partir, attendant que les feux de stop ne s'allument jamais. Retournons 18 ans en arrière. J'avais 14 ans. C'était un mardi. Je me souviens que c'était un mardi parce que c'était le jour du camion poubelle et que l'allée était vide à l'exception des poubelles que j'avais sorties avant l'école. Mes parents avaient divorcé il y a 6 mois. Ce n'était pas un divorce salissant au sens légal. Pas de grande bataille d'héritage à l'époque. Pas de guerre de garde. Mon père a simplement déménagé en Oregon pour se retrouver. Me laissant avec Daisy. Je ne l'appelais pas « maman » beaucoup à l'époque non plus. Ça me semblait faux. Les mamans sont censées rester là. Daisy avait rencontré Théodore au lycée 3 mois après la signature des papiers de divorce. Théodore était tape à accent Graveleuil. Il possédait 3 laveries automatiques et conduisait une Cadillac louée. Pour ma mère qui avait passé sa vie à se plaindre du salaire d'enseignant de mon père, Théodore ressemblait à un billet de loterie. Je suis rentré de l'école ce mardi et j'ai trouvé des valises dans le couloir.
Pas les miennes. Les siennes. Chase, a-t-elle dit. Elle se tenait près de la porte, vérifiant son maquillage dans le miroir du couloir. Elle ne m'a pas regardé. Elle appliquait du rouge à lèvres, pressant ses lèvres l'une contre l'autre pour uniformiser la couleur. Théodore et moi déménageons à Rennes. Son entreprise se développe. Je suis resté là, agrippant la sangle de mon sac à dos. D'accord, ai-je dit. Quand partons-nous? Elle s'est arrêtée. Elle a gardé le rouge à lèvres et l'a laissé tomber dans son sac à main. Puis elle s'est tournée vers moi. Son expression n'était pas triste. Elle était agacée, comme si j'étais une tache sur sa nouvelle blouse qu'elle ne parvenait pas à enlever complètement. Théodore pense que c'est mieux si nous prenons un nouveau départ, a-t-elle dit. Juste nous deux. Tu sais à quel point son appartement est petit. Mon estomac s'est noué. J'ai eu l'impression d'avoir avalé une pierre. Alors, je reste ici? Non, a-t-elle dit, vérifiant sa montre. La maison est vendue. La signature est la semaine prochaine. Tu vas chez ta grand-mère. J'ai déjà déposé tes cartons là-bas ce matin. Ma grand-mère, Dorothy Bennett, la mère de mon père, la femme que Daisy avait passé des années à critiquer pour être radine et ennuyeuse. Pour combien de temps, ai-je demandé. Ma voix était petite. Je détestais le fait que ma voix sonne si petite. On verra, a-t-elle dit. Elle a ramassé sa valise. Ne me regarde pas comme ça, Chase. Tu as 14 ans. Tu es pratiquement un homme. Tu n'as pas besoin que je te surveille. Elle est sortie. Je l'ai suivie. Je l'ai regardé mettre le sac dans le coffre de la Cadillac de Théodore. Théodore était au volant. Il n'a pas salué. Il ne m'a pas regardé. Il a juste tapé sur le volant, impatient. Daisy est montée sur le siège passager. Elle n'a pas baissé la vitre. Elle n'a pas envoyé de baiser. La voiture a démarré, tournant au coin de la rue. Je suis resté dans l'allée jusqu'à ce que le son du moteur disparaisse complètement. J'ai attendu qu'ils réalisent qu'ils avaient oublié quelque chose. Moi, mais ils ne sont pas revenus. Cet après-midi-là, j'ai marché 5 kilomètres jusqu'à la maison de grand-mère Dorothy. Grand-mère Dorothy vivait dans un petit bungalow propre à Eau-Claire. C'était une institutrice à la retraite qui n'avait jamais gagné plus de 42 000 $ par an, mais elle possédait sa maison entièrement et avait une pension qu'elle gardait comme un dragon gardant de l'or. Quand j'ai frappé à sa porte, elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas dénigré ma mère. Elle a juste ouvert la porte en grand et a dit « J'ai fait un rôti de peau. Lave tes mains. » Vivre avec grand-mère Dorothy n'était pas excitant, mais c'était sûr. Et c'est à sa table de cuisine que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Chaque dimanche matin après l'église, elle s'asseyait avec son chéquier, une pile de reçus et un grand livre. Elle se faisait une tasse de café avec exactement 2 sucres et un filet de lait entier. « Viens ici, Chase, disait-elle. Je m'asseyais en face d'elle. « Les gens mentent, m'a-t-elle dit un jour, tapotant son stylo sur le grand livre. Ton père a menti sur l'endroit où il allait la nuit. Ta mère mensurait bien, surtout. Les politiciens mentent. Même les pasteurs mentent parfois. » Elle a ouvert le grand livre. Des rangées de chiffres manuscrits soignés remplissaient la page. « Mais les chiffres, a-t-elle dit, levant les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture, les chiffres sont honnêtes. Si tu dépenses $1, il est parti. Tu ne peux pas le faire revenir dans ta poche. Si tu sais lire les chiffres, Chase, personne ne pourra jamais te tromper. Les pistes écrites ne mentent pas. » Je suis devenu obsédé. J'ai commencé à tenir son chéquier pour elle quand j'avais 15 ans. À 16 ans, je l'aidais à maximiser les intérêts de ses CD, certificats de dépôt. J'ai trouvé du réconfort dans la nature en noir et blanc de la comptabilité. Il n'y avait pas de zone grise, pas d'ambiguïté émotionnelle. Les calculs fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas. Cette table de cuisine, c'est là que j'ai décidé de devenir comptable. Pas n'importe quel comptable, mais un comptable judiciaire. Je voulais être celui qui trouvait la vérité quand tout le monde essayait de la cacher. Les années passèrent. J'ai obtenu une bourse à l'université du Wisconsin. J'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma promotion. J'ai obtenu ma licence de CPA. Puis j'ai obtenu mon titre de CF expert comptable certifié en fraude.
J'ai commencé à travailler pour un cabinet à Milwaukee. J'ai bâti une réputation. J'étais bon. Daisy appelait occasionnellement, peut-être une fois par an, généralement autour de Noël. Les appels étaient courts. Elle parlait des investissements de Théodore, de leurs adhésions au country club, de la façon dont elle était occupée. Elle ne me demandait jamais mon travail. Elle ne me demandait jamais si j'étais heureux. J'ai cessé de m'attendre à ce qu'elle le fasse. Puis, il y a 8 mois, grand-mère Dorothy est décédée. C'était une insuffisance cardiaque congestive. Elle est partie paisiblement dans son sommeil dans la maison où elle avait vécu pendant 43 ans. Je lui tenais la main quand elle a rendu son dernier souffle. Les funérailles étaient modestes, surtout ses vieux amis enseignants et voisins. Je me tenais près de la tombe, engourdi, puis une Mercedes noire est arrivée. Daisy est sortie. Elle portait une robe noire un peu trop serrée, un peu trop courte pour des funérailles. Théodore était avec elle. Et pour la première fois, j'ai rencontré Preston. Preston Hollister, le fils de Théodore d'un précédent mariage. Mon demi-frère techniquement, il avait 26 ans, les cheveux gominés et un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il a regardé le cimetière avec un ricanement, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Daisy m'a serré dans ses bras. C'était comme serrer un mannequin. Oh, Chase, a-t-elle reniflé, tapotant ses yeux secs. C'est tellement tragique. A-t-elle souffert? Non, ai-je dit. C'est bon, a-t-elle dit. Puis, sans ciller. Avait-elle un avocat pour la succession? Je m'en occupe, ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis. Toi? Mais tu es juste, je suis l'exécuteur testamentaire, ai-je dit. Et l'unique bénéficiaire. Cela l'a arrêté. Théodore s'est avancé, posant une main sur l'épaule de Daisy. Sûrement qu'elle a laissé quelque chose pour la famille, mon fils. Je suis sa famille, ai-je dit, vous deux, vous êtes les personnes qui ne l'ont pas visité pendant 15 ans. Ils ont quitté les funérailles tôt. Ils ne sont pas venus à la veillée. J'ai pensé que c'était la fin. Grand-mère m'avait laissé la maison, valant environ 285 000 $, et son compte d'épargne, qui contenait 167 400 $. Ce n'était pas une fortune pour des gens comme Théodore, mais pour moi, c'était tout. Cela représentait chaque année où elle avait enseigné à des élèves de 3e année à lire, chaque coupon qu'elle avait découpé, chaque sacrifice qu'elle avait fait pour m'élever quand mes propres parents ne le feraient pas. J'ai déposé les papiers de l'homologation. J'ai commencé à vider la maison. J'étais en deuil, mais j'allais bien. J'avais mon travail. J'avais ma fiancée, Sarah. Puis la lettre est arrivée. 3 semaines après les funérailles, j'ai été assigné en justice. Daisy ne contestait pas seulement le testament. Elle demandait une curatelle. Elle affirmait que grand-mère Dorothy souffrait de démence et que j'avais une influence indue sur elle. Mais le plus fort, elle affirmait que j'étais mentalement instable. Elle a utilisé les dossiers du conseiller scolaire que j'avais vu quand j'avais 14 ans, le conseiller à qui j'avais parlé parce que j'étais un enfant dépressif dont la mère l'avait abandonné, comme preuve que j'avais des antécédents de maladie mentale à vie. Elle voulait le contrôle de l'argent. Elle voulait le contrôle de moi. Je suis resté dans ma cuisine à lire l'assignation, ma main tremblant de rage. Je ne tremblais pas parce que j'avais peur. Je tremblais parce que je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas une question d'inquiétude. C'était un vol. Les conséquences ont été immédiates. Lorsque vous travaillez dans la comptabilité judiciaire, votre réputation est votre monnaie d'échange. Vous traitez des données financières sensibles, des enquêtes fédérales et des procédures pénales. Vous devez être irréprochable. 2 jours après que Daisy eut déposé la pétition, mon patron, Harold Vance, m'a appelé dans son bureau. Harold était un homme bon, un homme costaud avec une épaisse moustache qui m'avait encadré pendant des années. Il avait l'air misérable. « Chase, asseyez-vous » a-t-il dit, me désignant la chaise. Il ne m'a pas offert de café. C'était un mauvais signe. Je suis au courant de la pétition, ai-je dit, allant droit au but. Harold a soupiré. L'avocat de Daisy a envoyé une copie au service juridique du cabinet. Ils affirment que vous êtes mentalement incompétent et que vous avez besoin d'un tuteur. Chase, je sais que c'est de la foutaise. Je vous connais, mais les associés, je suis une responsabilité, ai-je dit.
Si vous témoignez dans une affaire la semaine prochaine et que l'avocat de la défense découvre que vous êtes poursuivi pour incompétence mentale, il déchirera votre crédibilité. Ils feront rejeter l'affaire. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Il a fait glisser une boîte sur le bureau. Vous êtes en congé administratif, indéfini. Jusqu'à ce que cela soit résolu. J'ai senti le sang quitter mon visage. Vous me mettez sur la touche. Je dois vous remettre vos titres de compétence, Chase. J'ai fouillé ma poche et j'ai sorti ma carte d'identité, l'insigne qui me donnait accès aux serveurs sécurisés, au coffre des banques, à la vie que j'avais construite. Je l'ai posée sur le bureau. J'ai eu l'impression de remettre un morceau de mon âme. Je vais arranger ça, Harold, ai-je dit, me levant. Et quand je le ferai, j'attends une augmentation. Je suis sorti du bureau la tête haute. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Ils avaient pris mon emploi, mon identité. J'ai roulé jusqu'à la maison, mes jointures blanches sur le volant. Quand je suis arrivé à l'allée de l'appartement que je partageais avec Sarah, j'ai vu une voiture me bloquer. C'était une Porsche 911 Carrera, noir mat, flambant neuve. Elle ressemblait à un vaisseau spatial garé devant notre modeste duplex. Preston était appuyé sur le capot, portant des lunettes de soleil, même s'il faisait couvert. Il naviguait sur son téléphone. Quand je suis sorti de ma Honda Accord, il a ricané. « Belle voiture », a-t-il dit, faisant un signe de tête vers ma voiture. Très sensé. « Dégage de mon allée, Preston », ai-je dit. « Ouah, détends-toi, petit frère. » Il a ri. « Maman m'a envoyé. Elle s'inquiète pour toi. Elle a entendu dire que tu avais perdu ton emploi aujourd'hui. Les nouvelles voyagent vite quand ta mère est un vautour. »« Je n'ai pas perdu mon emploi, » ai-je dit, m'approchant. « Je suis en congé. » Il y a une différence. Preston s'est détaché de la Porsche. Il était plus grand que moi, plus large. Il avait le genre de corps sculpté en salle de sport qui vient de coach personnel cher et de shaker de protéines, pas de travail acharné. « Écoute, mec, » a-t-il dit, sa voix baissant en un faux murmure conspirateur. « Maman et papa veulent juste t'aider. Tu as clairement des difficultés. L'argent de grand-mère. C'est beaucoup de responsabilités. Papa est un magicien des investissements. Il peut doubler cet héritage en 1 an. Pourquoi ne signerais-tu pas simplement les papiers? Laisse-les gérer le stress. Tu peux juste te détendre. » J'ai regardé la Porsche. Puis j'ai regardé Preston. « C'est la tienne ?» ai-je demandé. « Location » a-t-il dit, bombant le torse. « Mais je vais l'acheter le mois prochain. Les affaires marchent bien. »« Quelles affaires ?» ai-je demandé. « La dernière fois que j'ai entendu. Tu étais un entrepreneur sans entreprise. » La mâchoire de Preston s'est contractée. « Je gère des actifs. »« Écoute, ne sois pas idiot, Chase. Nous allons gagner. Maman a les dossiers médicaux. Elle a l'historique familial. Tu n'es qu'un gars triste et seul qui a trompé une vieille dame. Lâche l'affaire. Dégage d'ici, ai-je dit, ma voix basse, avant que j'appelle les flics pour intrusion. Preston a ri, est monté dans la Porsche et a fait rugir le moteur. Il a rugi comme une bête, faisant trembler les fenêtres de la maison. Il a démarré en trombe, laissant des traces de pneus sur le trottoir. Je suis entré. Sarah était assise à la table de la cuisine. Ses yeux étaient rouges. « Chase » a-t-elle demandé. J'ai vu Preston, ai-je dit, jetant mes clés sur le comptoir. Il t'a parlé? Non, a-t-elle dit. Elle a hésité. Mais ta tante Linda a appelé. Linda, la sœur de Daisy. Une autre personne à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que tu devrais peut-être y réfléchir. Chase, a dit Sarah, sa voix tremblante. Elle a dit qu'il y a un historique de problèmes dans la famille. Elle a dit que tu avais menacé ta mère. Je ne l'ai jamais menacée, ai-je claqué. Je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans. Je sais. Sarah s'est levée, pleurant maintenant. Mais Chase, ils ont des avocats. Ils ont des documents. Tu viens de perdre ton emploi. Peut-être devrions-nous simplement transiger. Leur donner la moitié.
Est-ce que ça vaut la peine de détruire nos vies pour ça? J'ai regardé Sarah. Je l'aimais. Nous étions censés nous marier en juin. Mais à ce moment-là, en regardant la peur dans ses yeux, j'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas. Elle voyait une querelle familiale. Elle ne voyait pas les prédateurs. Ce n'est pas une question d'argent, Sarah, ai-je dit. C'est une question de grand-mère. Ils l'ont traitée comme si elle était morte alors qu'elle était encore vivante, et maintenant ils veulent lui sucer les os. Si je leur donne un sou, je crache sur sa tombe. Mais si nous perdons tout en les combattant, a-t-elle demandé. Alors nous perdons tout, ai-je dit. J'ai attrapé mon manteau et je suis ressorti sous la pluie. J'avais besoin de réfléchir. Je suis allé à l'endroit où je pouvais penser clairement. La maison vide de grand-mère. Je me suis assis dans son salon dans l'obscurité, écoutant la pluie frapper le toit. J'ai pensé à la Porsche. J'ai pensé aux investissements de Théodore. J'ai pensé aux fausses larmes de Daisy. Et puis j'ai arrêté de penser comme une victime. J'ai arrêté de penser comme un fils. J'ai allumé la lampe. Je me suis dirigé vers le vieux classeur dans le coin où grand-mère gardait sa vie organisée. D'accord, grand-mère, ai-je murmuré. Les pistes écrites ne mentent pas. Voyons ce qu'ils ont laissé derrière eux. Je n'étais plus un garçon instable. J'étais un expert comptable judiciaire et j'étais sur le point de me mettre au travail. J'ai passé les 3 nuits suivantes à dormir sur le sol du bureau de grand-mère. J'ai abordé cela exactement comme je le ferais pour une affaire de fraude fédérale. J'ai construit une chronologie. J'ai récupéré les relevés bancaires de grand-mère pour les 2 dernières années de sa vie. J'ai demandé des copies de chaque chèque, de chaque bordereau de retrait. Je me suis connecté à ses services bancaires en ligne. Dieu merci, elle m'avait fait confiance avec ses mots de passe il y a des années et j'ai tout téléchargé dans une feuille de calcul principale. Au début, ça semblait normal. Facture de service public, épicerie, pharmacie, le chèque occasionnel à l'église. Mais ensuite, j'ai vu le motif. Ça a commencé 11 mois avant sa mort. Un retrait en espèces de $4000. 2 mois plus tard, $6500. Puis $8000. Puis $12000. Au total, au cours de la dernière année de sa vie, $47 850 avaient été retirés de son compte d'épargne en espèces. J'ai recoupé les dates. Je n'avais pas le calendrier de Daisy, mais j'avais quelque chose de mieux. Daisy était une narcissique. Elle publiait tout sur Facebook. Retrait le 12 août. Publication Facebook le 12 août. Tellement bon de voir ma douce mère aujourd'hui. La famille et tout, photo de Daisy souriante à côté d'une grand-mère Dorothy à l'air confus. Retrait le 4 octobre. Publication Facebook le 4 octobre, visite à maman. Ça me brise le cœur de la voir s'éteindre, mais je serai toujours là pour aider. Cette retrait, cette visite, cette publication Facebook. La rage qui montait en moi était froide et vive. Il ne la visitait pas seulement, il la moissonnait. Mais les retraits en espèces ne sont pas illégaux si le titulaire du compte les effectue. Daisy argumenterait que grand-mère lui a donné l'argent en cadeau. C'était, dit-elle, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves de coercition. Je me suis souvenu du coffre-fort. Grand-mère avait un coffre à la First National Bank. J'en étais co-signataire, même si je ne l'avais pas visité depuis des années. Le lendemain matin, je suis allé à la banque. La chambre forte sentait la vieille poussière et l'argent. Le caissier m'a laissé seul dans une pièce privée avec la longue boîte métallique. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait son acte de naissance, le titre de propriété de la maison, quelques vieilles obligations d'épargne et un journal en cuir marron. Je ne savais pas qu'elle tenait un journal. Je l'ai ouvert. L'écriture était tremblante, le tremblement de l'âge mais lisible. 12 août, Daisy est venue aujourd'hui. Elle pleurait. A dit que Théodore avait des ennuis avec des gens dangereux. Ils ont besoin d'argent pour un avocat. Je lui ai donné $4000. Je ne fais pas confiance à Théodore, mais Daisy est ma fille. Elle a promis de rembourser. 4 octobre, Daisy et Théodore sont venus. Théodore a l'air désespéré. A dit qu'il avait besoin d'argent pour une opération cardiaque. Je leur ai donné $6500. Je me sens tellement fatigué.
J'ai essayé d'appeler Chase, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Il travaillait si dur. J'ai serré le bord de la table. Il lui avait menti. Faux problèmes juridiques. Fausses opérations cardiaques. Ils ont prié sur sa gentillesse et sa peur. Puis j'ai trouvé l'entrée qui a tout changé. 15 décembre, ils m'ont fait signer des papiers aujourd'hui. Je ne voulais pas, Théodore criait. Il a dit que si je ne signais pas, le gouvernement prendrait ma maison. J'étais tellement confuse. Ma tête était embrouillée. J'ai signé. Je pense que c'était une procuration. J'ai tellement honte. Je suis désolé, Chase. J'ai essuyé une larme de mon œil. Oh, grand-mère, ai-je murmuré. Vous n'aviez pas à avoir honte. J'ai fouillé plus profondément dans la boîte. Cachée au fond se trouvait une photocopie d'un document. C'était la procuration, qu'elle avait mentionnée. Elle a dû en demander une copie quand il ne regardait pas. Ou peut-être qu'elle a insisté. J'ai scanné le document. Il donnait à Daisy le contrôle total des finances de grand-mère. Il était daté du 15 décembre de l'année dernière. Et en bas, il y avait un tampon de notaire. Notaire public. Régustozon. Commission expire. Octobre 2025. J'ai froncé les sourcils. Régustozon. Le nom me semblait familier. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à la base de données des licences de l'État, un outil que j'utilise quotidiennement dans mon travail. J'ai recherché Régustozon. Statut, inactif, raison, décédé, date du décès, novembre 2021. Mon cœur s'est arrêté, puis a battu contre mes côtes. Le document était daté de décembre 2024. Régustozon était mort depuis 3 ans lorsqu'il avait soi-disant authentifié la signature. Ce n'était pas seulement de l'abus de personnes âgées. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était un faux. C'était une fraude. C'était un crime. Quelqu'un avait volé le tampon de notaire d'un homme mort et l'avait utilisé pour valider un document légal frauduleux. Et compte tenu de la négligence, j'avais une assez bonne idée de qui c'était. J'ai pris des photos de tout. J'ai emballé le journal et les documents avec soin. Je suis sorti de cette banque avec l'impression de mesurer 3 mètres. Ils voulaient prouver que j'étais incompétent. Ils voulaient parler de stabilité mentale. J'étais sur le point de leur donner un cours magistral en responsabilité forensique, mais je n'avais pas fini. Si Théodore était aussi négligent, ce n'était pas sa première fois. Les prédateurs comme lui ont des schémas. Il avait aussi une mère, n'est-ce pas? Je suis retourné à la maison de grand-mère et j'ai commencé à fouiller le passé de Théodore Olistey. Cela n'a pas pris longtemps. Les registres publics sont une belle chose. La mère de Théodore, Géraldine Olistey, était décédée il y a 4 ans en Pennsylvanie. Sa succession avait été réglée rapidement. 0 actif. Maison vendue pour couvrir les dettes. Et l'exécuteur testamentaire, Théodore Olistey. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui connaissait la vérité sur Géraldine. J'ai cherché d'autres proches. Théodore avait une fille adoptive de son premier mariage. Merlin Olistey. J'ai trouvé une adresse pour elle. Ce n'était pas dans un beau quartier. C'était un parc de caravanes à Waukegan, dans l'Illinois, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. J'ai appelé Sarah. Chase, a-t-elle répondu. Elle avait l'air fatiguée. Prépare un sac, ai-je dit. Nous partons en voyage. Quoi? Chase, l'audience est dans 3 jours. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi nous devons y aller maintenant. J'ai trouvé l'arme du crime, Sarah. Mais j'ai besoin de la balle. Le parc de caravanes de Waukegan était gris et déprimant. Il avait plu récemment et les nids de poules étaient remplis d'eau boueuse. Nous avons trouvé le lot 42. C'était une caravane simple avec du papier d'aluminium couvrant l'une des fenêtres. Sarah avait l'air nerveuse. Chase, tu es sûr de ça? Non, ai-je admis. Mais si Merlin est comme moi, elle est aussi une victime. J'ai frappé à la porte métallique. Quelques instants plus tard, elle s'est ouverte en grinçant. Une femme se tenait là. Elle semblait avoir environ 28 ans, mais ses yeux en avaient 50. Elle était mince, vêtue d'un t-shirt délavé et trop grand.
Elle tenait une cigarette dans une main et nous regardait avec une profonde suspicion. Merlin Hollister, ai-je demandé. Qui demande? Sa voix était rauque. Je m'appelle Chase Bennett. Ma mère est Daisy. Elle est mariée à votre père, Théodore. Le visage de Merlin s'est durci instantanément. Elle a commencé à fermer la porte. Je ne lui parle pas. Je ne veux rien avoir à faire avec cette famille. Attendez. J'ai posé ma main sur le cadre de la porte. Un mouvement risqué. Ils me poursuivent. Ils essaient de prendre l'héritage de ma grand-mère. Ils affirment que je suis fou. Je pense que Théodore a fait la même chose à votre grand-mère, Géraldine. Merlin a cessé de pousser la porte. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Elle a vu le désespoir dans mes yeux, mais aussi la détermination. Il l'a vidé, a dit Merlin doucement. Il a pris chaque sou que grand-mère Géraldine avait. Pouvons-nous entrer, ai-je demandé. S'il vous plaît. Elle a reculé. L'intérieur de la caravane était propre mais spartiate. Nous nous sommes assis sur un canapé usé. Merlin nous a raconté l'histoire. C'était identique à la mienne. Théodore avait isolé sa mère, Géraldine. Il l'avait convaincue que tout le monde en voulait à son argent. Il avait pris le contrôle de ses comptes, vendu sa maison et l'avait placé dans une maison de retraite d'État bon marché pendant qu'il dépensait son argent pour des voitures et de mauvaises affaires. J'ai essayé de l'arrêter, a dit Merlin, allumant une autre cigarette. Sa main tremblait, mais j'avais 22 ans. Il a dit à tout le monde que j'étais une toxicomane. Il m'a discrédité. Personne ne m'a cru. Il m'appelle mentalement incompétent, ai-je dit. Merlin a ri. Un son amer et sec. C'est sa stratégie. Isoler la victime, discréditer les témoins. C'est une veuve noire, Chase. Sauf qu'il ne les tue pas. Il les saigne à blanc jusqu'à ce qu'elles meurent de chagrin. J'ai trouvé des preuves, ai-je dit. Faux, un faux tampon de notaire. Les yeux de Merlin se sont écarquillés. Vous l'avez sur papier? Oui, mais j'ai besoin d'un témoin pour établir le schéma. Si vous témoignez, nous pouvons l'arrêter. Non seulement pour ma grand-mère, mais aussi pour la vôtre. Merlin a baissé les yeux sur ses mains. Il est effrayant, Chase. Tu ne sais pas ce qu'il est quand il est en colère. Je n'ai pas peur de lui, ai-je dit. Et vous n'avez pas à l'être non plus. J'ai une avocate qui est un requin. Nous vous protégerons. Sarah a tendu la main et a pris celle de Merlin. S'il vous plaît. Il a détruit la carrière de Chase. Il essaie de détruire nos vies. Aidez-nous à l'arrêter. Merlin a regardé Sarah, puis moi. Elle a pris une longue bouffée de sa cigarette et l'a éteinte. Je le ferai, a-t-elle dit. Je veux voir le regard sur son visage quand il réalisera qu'il ne s'en est pas tiré. Nous sommes rentrés à Milwaukee cette nuit-là. J'ai appelé mon avocate, Caroline Jenkins. Caroline était chère, à la langue acérée et terrifiante. Quand je lui ai dit ce que j'avais, elle a ri. Chase, a-t-elle dit. Ce n'est plus une défense. C'est une exécution. Le lendemain était mon interrogatoire préalable. C'est là que l'avocat de la partie adverse peut vous poser des questions sous serment avant le procès. C'est une pêche à l'information. Caroline m'a donné des instructions précises. Ne montrez pas vos cartes. Soyez vague. Soyez lent. Laissez-les penser que vous êtes exactement ce qu'ils disent que vous êtes. Alors, j'ai joué le rôle. Je me suis assis dans une salle de conférence avec Bradley Fenwick et ma mère. Théodore n'était pas là. Monsieur Bennett, a demandé Bradley, ricanant. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez retiré de l'argent de votre compte d'épargne en 2018? J'ai fixé la table. J'ai hésité longtemps. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Bradley a regardé ma mère et a fait un clin d'œil. Avez-vous souvent des problèmes de mémoire? Parfois, ai-je murmuré. Quand je suis stressé, ma mère avait l'air ravie. Elle me regardait m'effondrer. Elle pensait que j'étais brisé. Elle pensait que la pression m'avait finalement fait craquer. Pensez-vous vraiment que vous êtes capable de gérer une succession d'une valeur d'un demi-million de dollars, appréciait Bradley. Je veux juste honorer grand-mère.
J'ai balbutié. Pas d'autres questions, a dit Bradley, fermant son dossier. Il a regardé Caroline. On se verra au tribunal. Bien que, honnêtement, vous devriez probablement simplement conseiller à votre client de s'arranger. Ce sera embarrassant pour lui. Caroline n'a pas souri. Elle n'a pas scié. On se verra au tribunal, monsieur Fenwick. Nous sommes sortis dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées. J'ai redressé ma cravate. Le bégaiement a disparu. C'était douloureux à regarder, a dit Caroline. Ils l'ont cru, ai-je demandé. De bout en bout, a-t-elle dit. Ils pensent que vous êtes un petit garçon effrayé. Ils vont entrer dans cette salle d'audience complètement non préparée. Je suis rentré chez moi et j'ai mis mon meilleur costume. Je me suis rasé. J'ai ciré mes chaussures. Le matin de l'audience, le 14 mars, je me suis regardé dans le miroir. Je ne voyais plus l'adolescent abandonné de 14 ans. Je ne voyais plus la victime. Je voyais l'homme que grand-mère Dorothy avait élevé. Il est temps de faire les comptes, ai-je dit à mon reflet. Et cela nous ramène au moment, au cri, au silence, à la question du juge. N'avez-vous vraiment aucune idée de qui il est? Le juge Kowalik fixait Bradley Fenwick comme un insecte sous un microscope. Il est le comptable, a répété la juge. C'est un témoin expert que ce tribunal tient en la plus haute estime. Ma mère Daisy s'était effondrée sur sa chaise. Elle serrait le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Elle a regardé Théodore. Théodore transpirait. Il s'est essuyé le front avec un mouchoir, ses yeux allant vers les sorties de secours. Votre honneur, a tenté de se ressaisir Bradley, sa voix tremblante. Quel que soit son titre de poste, cela ne change pas l'historique médical. L'instabilité. Instabilité? Caroline Jenkins s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Elle a marché vers le centre de la pièce avec la grâce d'un prédateur. Votre honneur, nous aimerions présenter la pièce à conviction à, elle a remis une pile de documents à l'huissier. Ce sont des relevés bancaires, a dit Caroline, au cours des 11 derniers mois de la vie de Dorothy Bennett, 47 850 $ ont été retirés en espèces. Chaque retrait a eu lieu à une date où Daisy Bennett Olisté a publié sur les réseaux sociaux une visite à sa mère. Daisy a halté. Je c'était pour ses soins. Elle m'a demandé de le faire. Pièce à conviction B, a poursuivi Caroline, l'ignorant. Un journal en cuir trouvé dans le coffre-fort de la défunte. Caroline a ouvert le journal. La pièce était silencieuse. 15 décembre, a-t-elle lu à voix haute. Ils m'ont fait signer des papiers aujourd'hui. Je ne voulais pas, Théodore criait. Il a dit que si je ne signais pas, le gouvernement prendrait ma maison. Théodore s'est levé. Objection. C'est du oui-dire. Vous ne pouvez pas vérifier qui a écrit ça. Asseyez-vous, monsieur Olisté, a aboyé le juge Kowalik. Le marteau a frappé comme un coup de feu. Vous n'êtes pas parti à ce procès. Et si vous interrompez à nouveau, je vous déclarerai en état d'outrage. Théodore s'est assis, mais il avait l'air de vouloir vomir. Et enfin, a dit Caroline, sa voix baissant d'un octave. Pièce à conviction C, le document de procuration utilisé pour justifier le contrôle de Madame Bennett Olisté sur la succession. Elle a mis le document sur le projecteur. Le tampon de notaire était agrandi sur l'écran au mur. Commission Régustin expire en octobre 2025. Régustozon, a dit Caroline en regardant directement Théodore, était notaire public. C'était aussi un homme bon. Malheureusement, Monsieur Gustozon est décédé d'un AVC en novembre 2021. Un murmure a parcouru les quelques personnes dans la galerie. La bouche de Bradley Fenwick s'est ouverte. Il a regardé ses clients avec horreur. Ce document, a dit Caroline, est daté de décembre 2024. À moins que Monsieur Gustozon n'ait authentifié cela depuis l'au-delà, ce document est un faux, et l'utiliser pour transférer des actifs est un crime fédéral. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois-ci. Je ne savais pas, Théodore a géré les papiers. Il m'a dit que c'était légal. Il m'a dit qu'il s'en était occupé. Tais-toi, Daisy, a sifflé Théodore. Non, je ne me tairai pas, a-t-elle crié, se retournant contre lui. Tu as dit que nous l'empruntions. Tu as dit que Chase n'en avait pas besoin.
Tu m'as fait faire ça. Ordre. La juge a claqué le marteau à nouveau. Ordre dans cette cour. Mais Caroline n'avait pas fini. Votre honneur, nous avons un témoin à appeler pour établir un schéma de comportement. Les portes arrière de la salle d'audience se sont ouvertes. Merlin Hollister est entrée. Elle portait un simple tailleur noir que Sarah l'avait aidé à acheter. Elle avait l'air terrifiée, mais elle a marché droit vers la barre des témoins. Théodore s'est retourné. Quand il a vu sa fille, la couleur a complètement disparu de son visage. Il avait l'air d'un fantôme. Merlin, a-t-il murmuré. Merlin s'est assise dans le box des témoins. Elle m'a regardé et j'ai hoché la tête. Elle a pris une profonde inspiration. Pouvez-vous décliner votre nom pour le procès, a demandé Caroline. Merlin Hollister. Et quelle est votre relation avec Théodore Hollister? Il est mon père. Merlin, a demandé Caroline doucement. Pouvez-vous dire à la cour ce qui est arrivé à votre grand-mère, la succession de Géraldine Hollister? Merlin a regardé son père. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'étouffer, mais ensuite elle a parlé clairement et fort. Il l'a volée, a-t-elle dit. Il l'a isolée. Il l'a forcée à signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. Il a vendu sa maison et a mis l'argent sur ses comptes. Quand elle est morte, il ne restait plus rien pour ses funérailles. Le comté a dû l'enterrer. Menteuse, a crié Théodore, se levant. C'est une droguée. Elle ment. Huissier, a hurlé le juge Kowalik. Maîtrisez cet homme. Deux huissiers sont intervenus, forçant Théodore à se rasseoir sur sa chaise. La juge Kowalik a regardé les preuves. Elle a regardé le faux tampon de notaire sur l'écran. Elle a regardé ma mère sanglotant dans ses mains et Théodore bouillonnant de rage. Puis elle m'a regardé. Monsieur Bennett, a-t-elle dit. Je voudrais vous présenter mes excuses. Il semble que la seule personne compétente dans cette famille soit vous. Elle s'est tournée vers la greffière. La pétition de curatelle est rejetée avec préjudice. De plus, je confisque toutes les preuves présentées ici aujourd'hui. Je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour une enquête immédiate sur le faux, l'abus de personnes âgées et la fraude électronique. Elle a regardé Théodore. Et monsieur Hollister, je ne quitterai pas la ville si j'étais vous. Le FBI a tendance à désapprouver la fraude inter-État. La séance est levée. Le marteau est tombé. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Alors que la salle se vidait, deux agents en uniforme se sont dirigés vers Théodore et Daisy. Ils n'étaient pas encore arrêtés. Le mandat prend quelques heures, mais ils étaient placés en détention pour interrogatoire concernant les documents falsifiés. Ma mère m'a regardé alors que les agents la faisaient sortir. Son mascara coulait sur son visage. Chase, a-t-elle plaidé. Chase, s'il te plaît. Il m'a fait faire ça. Je suis ta mère. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. Je l'ai regardé droit dans les yeux, canalisant chaque once de la force de grand-mère Dorothy. Je ne sais pas qui vous êtes, ai-je dit calmement. Ma mère est partie il y a 18 ans. Je lui ai tourné le dos et me suis dirigé vers Merlin et Sarah. Nous sommes sortis du tribunal ensemble sous le soleil éclatant de mars. Sortir du palais de justice du comté de Milwaukee, c'était comme se réveiller d'un coma. L'air extérieur était froid, mordant mon visage. Mais pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Le ciel était d'un bleu perçant, impossible, qu'on ne voit qu'à la fin de l'hiver. Et le bruit du trafic urbain sonnait comme de la musique. Sarah m'a serré la main si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. Elle tremblait, non pas de froid, mais du contre-coup d'adrénaline. C'est fini, a-t-elle murmuré, posant sa tête sur mon épaule alors que nous nous tenions sur les marches en béton. Chase, c'est vraiment fini. Pas encore, ai-je dit, regardant les lourdes portes en laiton. Ce n'était que l'audience civile. La vraie tempête ne fait que commencer. Merlin se tenait à quelques mètres, allumant une cigarette. Ses mains tremblaient, la flamme de son briquet dansait au vent. Elle avait l'air plus petite ici, à la lumière du jour, qu'elle ne l'avait été à la barre des témoins. Elle a pris une longue bouffée, a exhalé un panache de fumée grise et m'a regardé avec des yeux qui avaient trop vu. Il va essayer de s'enfuir, a dit Merlin. Sa voix était monocorde, dénuée d'émotion. Théodore, il a des comptes aux Caïmans.
Il s'en vantait quand il était ivre. S'il le libère sous caution, il est parti. Il n'ira pas loin, ai-je dit. La juge a signalé son passeport et j'ai l'impression que le FBI surveille déjà sa maison. J'avais raison. Les conséquences ne se sont pas produites en semaines ou en mois. Elles se sont produites en 48 heures. Le renvoi de la juge Kowalik n'était pas juste une suggestion. C'était un mandat. Lorsqu'un juge transmet des preuves de fraude électronique inter-État et de faux impliquant un notaire décédé, les rouages fédéraux se mettent en marche immédiatement. 2 jours après l'audience, j'ai reçu un appel de l'agent spécial Tina Moral. Sa voix était perçante, professionnelle et terrifiante de calme. Elle m'a demandé de venir au bureau de terrain pour leur expliquer la feuille de calcul que j'avais créée. J'ai passé 6 heures dans une pièce sans fenêtre avec l'agent Moral et une équipe d'experts comptables judiciaires qui travaillaient pour le bureau. C'étaient les gars que j'avais idolâtrés à l'université. Ils étaient les meilleurs et ils regardaient mon travail, ma feuille de calcul, ma chronologie avec respect. Vous avez oublié quelque chose, Chase, a dit l'agent Moral, désignant une série de virements que j'avais signalés comme non identifiés. Mon estomac s'est noué. J'ai fait une erreur. Vous n'aviez pas accès à ces relevés de carte de crédit, a-t-elle dit, glissant un nouveau document sur la table. Regardez les dates. J'ai regardé. Les dates des retraits en espèces du compte de grand-mère correspondaient aux paiements effectués à une société de leasing à Chicago. La Porsche, ai-je murmuré. Exactement, a dit Moral. Il n'utilisait pas seulement l'argent de votre grand-mère pour des frais juridiques ou des factures médicales. Il le blanchissait via les laveries automatiques pour lui donner l'apparence de revenus légitimes, puis l'utilisait pour payer le leasing d'une Porsche 911, celle que son fils conduit. Preston, mon sang s'est glacé. Preston s'était tenu dans mon allée, appuyé contre cette voiture, me traitant de raté. Il avait fait rugir ce moteur devant mon visage. Et chaque cylindre qui s'allumait dans ce moteur avait été payé par la peur de ma grand-mère. Elle était morte terrifiée à l'idée de perdre sa maison juste pour que Preston puisse avoir l'air riche au feu rouge. Nous exécutons un mandat de perquisition à la résidence au listé demain matin, a dit Moral, et nous arrêtons Preston au listé pour possession de biens volés et complot. Puis-je être là, ai-je demandé. Pas à l'intérieur, juste en face. Moral m'a regardé. Elle savait qu'elle ne devrait pas dire oui, mais elle savait aussi qui leur avait servi cette affaire sur un plateau d'argent. Le trottoir public est une propriété publique, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son dossier. 7 heures. J'étais là à 6h45. J'ai garé ma Honda 3 maisons plus loin. J'ai regardé le lever du soleil illuminer la pelouse impeccable de la maison pour laquelle ma mère m'avait quitté. C'était un MC manoir. Trop de piliers, trop de stuc, essayant trop fort de ressembler à de l'argent ancien. À 7 heures exactement, 4 SUV noirs ont roulé silencieusement dans la rue. Ils n'ont pas utilisé de sirène. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont garés dans l'allée, bloquant la sortie. J'ai vu la porte du garage s'ouvrir. La Porsche noire mat a reculé rapidement. Preston a dû les voir arriver. Il essayait de s'enfuir. Il n'a pas fait 5 pieds. Un SUV l'a coupé pare-choc contre pare-choc. Le bruit du métal était écœurant et satisfaisant. Des agents ont envahi la voiture. J'ai vu le visage de Preston à travers le pare-brise. Pour la première fois, le sourire narquois avait disparu. Il criait, claquant ses mains sur le volant. Un agent a ouvert la porte du conducteur et l'a traîné dehors. Preston portait un pyjama de soie. Il avait l'air ridicule. Ils l'ont claqué contre le capot de la voiture qu'il aimait plus que sa propre famille. J'ai regardé les menottes se refermer. Puis la porte d'entrée de la maison s'est ouverte. Théodore est sorti, en robe de chambre, essayant d'avoir l'air indigné. Il criait quelque chose à propos de harcèlement et d'avocat. L'agent Moral s'est avancé dans son espace personnel. Elle a brandi un morceau de papier, le mandat, puis a fait signe à son équipe. Ils ne l'ont pas seulement arrêté. Ils l'ont démantelé. Ils ont sorti des cartons, des ordinateurs, des classeurs, puis ma mère est sortie. Daisy n'était pas encore menottée. Elle se tenait sur le porche, enveloppée dans une couverture, regardant les agents emporter sa vie dans des cartons. Elle avait l'air perdue. Elle ressemblait à une enfant dont la maison de poupée avait été renversée. Elle a levé les yeux et a vu ma voiture. Nos yeux se sont rencontrés à travers la pelouse.
Je n'étais pas assez proche pour voir la couleur de ses yeux, mais j'ai senti le poids de son regard. Elle a fait un pas vers moi, sa main tendue. J'ai remonté ma vitre. J'ai mis la voiture en marche. Je n'ai pas regardé en arrière. Les semaines suivantes furent un tourbillon de révélations. Le contenu des disques durs de Théodore a révélé que Merlin et moi n'étions pas les seules victimes. Théodore menait ce que le FBI appelait une « arnaque de la petite amie » à l'échelle industrielle. Il avait 3 autres femmes à sa botte, des veuves qu'il avait rencontrées dans des groupes religieux des comtés voisins. Il les courtisait, gérait leurs finances, les isolant lentement de leurs enfants. Si je ne m'étais pas battu, si j'avais signé ces papiers, ces 3 femmes se seraient retrouvées démunies, tout comme la grand-mère de Merlin. Et les actifs. Ce n'était que du vent. Les laveries automatiques perdaient de l'argent. La maison était hypothéquée par 3 prêts. L'abonnement au country club était en retard de 6 mois. Ils étaient ruinés. Ils volaient grand-mère, non pas pour s'enrichir, mais pour maintenir l'apparence de la richesse. Preston a craqué le premier. Bien sûr. C'était un lâche qui aimait les choses brillantes. Face à des accusations fédérales de complot, il a retourné son père en échange d'un accord de plaidoyer. Il a tout raconté au procureur. Il a admis que Théodore avait falsifié les documents. Il a admis que Daisy était au courant de l'argent, même si elle ne connaissait pas les détails techniques du faux. Il a admis qu'ils avaient répété le récit, « Tché c'est fou », pendant des semaines, se cochant mutuellement sur ce qu'il fallait dire aux avocats. Ils en riaient. Preston a dit au procureur. Papa disait que Tché était trop autiste pour riposter. Il disait que Tché aimait les chiffres plus que les gens et que ce serait sa perte. Quand l'agent moral m'a dit ça, je me suis assis dans son bureau et j'ai fixé le mur. Il avait tort, ai-je dit doucement. J'aime les chiffres, mais je les aime parce qu'ils disent la vérité, et la vérité est la seule chose qui compte. Mon patron, Harold, m'a rappelé au bureau une semaine après le raid. Il avait mon insigne sur son bureau. Je te dois des excuses, Chase, a-t-il dit. Il avait l'air fatigué. J'aurais dû me battre pour toi. Les partenaires, ils avaient peur de la responsabilité. Je comprends, ai-je dit. J'ai ramassé l'insigne. Il me semblait plus lourd qu'avant. Mais Harold, je veux diriger la division de la fraude contre les personnes âgées. Je veux créer une unité spécialisée. Je veux travailler avec le FBI sur des affaires comme celle-ci. Harold a souri. J'ai déjà approuvé le budget. Bienvenue. Mais le plus difficile dans les retombées n'a pas été la bataille juridique ou le travail. Ce fut le silence. Les appels téléphoniques de tante Linda ont cessé. Les singes volants. Les membres de la famille qui m'avaient fait pression pour que je m'arrange ont disparu dans la nature. Ils ne se sont pas excusés. Ils ont juste fait semblant de n'avoir pas été complices. J'allais chez grand-mère tous les week-ends. Sarah et moi avons commencé à peindre les murs. Nous avons arraché la vieille moquette. Nous nous l'approprions. Mais chaque fois que je passais devant la table de la cuisine, je m'attendais à voir grand-mère assise là avec son grand livre. Un samedi, Merlin est venu nous aider à enlever le papier peint. Elle allait mieux. Elle avait pris un peu de poids, et les cernes sous ses yeux s'estompaient. Ils lui ont refusé la caution, a-t-elle dit, grattant un morceau de papier fleuri du mur. Théodore, il est enfermé au comté. Bien, ai-je dit. Il m'a appelé, a-t-elle dit. De la prison hier. J'ai posé mon pinceau. Qu'a-t-il dit? Il a dit que c'était un malentendu. Il a dit qu'il l'avait fait pour nous, pour l'héritage familial. C'est un sociopathe, Merlin. Il ne sait pas ce que signifie la famille. Je sais, a-t-elle dit. Elle m'a regardé, les yeux féroces. Je lui ai dit que son héritage n'était pas de l'argent. Son héritage, ce sont 2 enfants qui ont dû se lier sur les décombres qu'il a causés. Et puis j'ai raccroché. J'ai souri. Je suis fier de toi. Je suis fier de nous, a-t-elle dit. Les retombées ont détruit la famille Hollister. Elles ont transformé leur MC manoir en scène de crime et leur réputation en une moquerie. Mais dans les décombres, autre chose se produisait. Les gens qu'ils avaient jetés, moi, Merlin, Sarah, nous construisions quelque chose de nouveau. Nous construisions une famille qui n'était pas basée sur le sang ou l'argent, mais sur la vérité.
Mais il restait un dernier acte à jouer. La condamnation, le moment où les chiffres allaient enfin correspondre à la justice. 6 mois plus tard, nous sommes retournés à la salle d'audience 412. C'était septembre. Les feuilles à Milwaukee devenaient dorées et cramoisies. Un contraste frappant avec le ciel gris. La salle d'audience était bondée cette fois-ci. Les médias avaient repris l'histoire. La « fraude de la veuve noire », l'ont-ils appelée. J'étais assis au premier rang. Sarah était à ma gauche, Merlin à ma droite. Nous formions un front uni. Daisy et Théodore ont été amenés séparément. Ils portaient des combinaisons oranges. Les costumes de créateurs avaient disparu. Les bijoux avaient disparu. Sans les vêtements chers et le maquillage, ils avaient l'air vieux. Ils avaient l'air petits. Daisy ne voulait pas me regarder. Elle gardait les yeux rivés sur le sol. Théodore, cependant, fusillait tout le monde du regard. Il avait toujours cette arrogance, cette conviction qu'il pouvait se tirer d'affaire en parlant. Mais il ne pouvait pas se tirer d'affaire d'une mise en accusation fédérale. Les accords de plaidoyer avaient été signés. Il n'y aurait pas de procès. Ce n'était que la condamnation. La juge Kowalik présidait. Elle avait l'air aussi redoutable que jamais. Elle a lu les dossiers en silence pendant longtemps. La tension dans la pièce était suffocante. Théodore Olisté, a-t-elle commencé? Sa voix n'a pas résonné cette fois. Elle a tranché. Vous êtes un prédateur. Vous avez prié sur les membres les plus vulnérables de notre société. Vous avez volé votre propre mère. Vous avez volé la mère de votre femme. Vous avez manipulé. Vous avez menti. Et vous avez détruit des vies pour le compte d'une voiture louée et d'une adhésion à un club de campagne. Théodore a commencé à ouvrir la bouche, mais son avocat l'a poussé brusquement. Cette cour a vu de nombreux fraudeurs, a poursuivi la juge. Mais peu avec votre niveau de cruauté. Vous avez montré zéro remords. Je vous condamne à 78 mois de prison fédérale, a-t-elle déclaré, suivi de 5 ans de libération sous surveillance. Il vous est ordonné de verser une restitution d'un montant de 47 850 $ à la succession de Dorothy Bennett et de 210 000 $ à la succession de Géraldine Olisté. 6 ans et demi. Il aurait près de 70 ans à sa sortie. Sa vie était effectivement terminée. Puis elle s'est tournée vers Daisy. Daisy Bennett Olisté, a dit la juge, son ton s'adoucissant légèrement, mais seulement légèrement. Vous affirmez avoir été manipulée par votre marié, dans une certaine mesure, vous l'avez peut-être été. Mais vous êtes une mère. Vous avez abandonné votre fils quand il avait 14 ans. Et quand il est devenu un homme, vous avez essayé de détruire sa réputation et ses moyens de subsistance parce que vous étiez cupide. Ma mère a levé les yeux. Son visage était alors inondé de larmes. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Chess, je suis tellement désolée. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de haine, juste une pitié tranquille et lourde. Elle avait choisi un mensonge brillant plutôt qu'une vérité désordonnée. Et maintenant, le brillant avait disparu. Je vous condamne à 60 mois de prison fédérale, a statué la juge. 5 ans, vous serez également conjointement responsable de la restitution. Alors que les huissiers les emmenaient, Daisy s'est retournée une dernière fois. Elle a prononcé le mot « maman », mais je ne savais pas si elle appelait sa mère ou si elle essayait d'être la mienne. Cela n'avait plus d'importance. Nous sommes sortis du tribunal pour la dernière fois. Les journalistes ont essayé de me coller des micros au visage. Monsieur Bennett, comment vous sentez-vous? Leur pardonnez-vous? Je les ai ignorés. Je suis allé directement à ma voiture, je suis monté et je suis parti. Je ne suis pas retourné au bureau. Je suis allé au cimetière. L'herbe avait poussé sur la terre de la tombe de grand-mère Dorothy. Ça avait l'air paisible. Je me suis agenouillé et j'ai déposé un bouquet de roses jaunes, ses préférées, contre la pierre. Nous l'avons fait, grand-mère, ai-je dit à voix haute. Le vent a bruissé les arbres, produisant un soupir. Les comptes sont faits. La dette est payée. J'ai sorti le journal en cuir de ma poche. Je l'avais lu 100 fois, mais il y avait une page que je ne m'étais pas permis de lire avant aujourd'hui. La toute dernière entrée, 4 janvier. Je sais que mon heure approche. Je le sens dans ma poitrine. J'ai peur,
mais je ne m'inquiète plus de l'argent. Je sais que Chase trouvera ceci. Il a toujours été le plus intelligent. Il voit les choses clairement. Daisy pense que je suis faible. Théodore pense que je suis stupide. Mais je connais mon petit-fils. Il se battra pour moi. Il sera l'homme que je l'ai élevé à être. Chase, si tu lis ceci, ne sois pas en colère contre ta mère. Aie pitié d'elle. Elle n'a jamais appris la leçon que tu as apprise. Que la vérité est la seule chose qui vaille la peine d'être possédée. Je t'aime, mon garçon. Tu es mon plus grand héritage. Je me suis assis dans l'herbe et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le garçon qui attendait dans l'allée. J'ai pleuré pour la grand-mère qui est morte en ayant honte. Et j'ai pleuré de soulagement d'être enfin libre. La vie a continué comme toujours. L'argent de la restitution a commencé à arriver, quelques centimes par dollar, provenant principalement de la liquidation des biens de Théodore. Je ne l'ai pas gardé. J'ai utilisé chaque centime pour créer un fonds de bourse d'études au nom de grand-mère Dorothy pour les étudiants en comptabilité judiciaire. J'ai gardé la maison. Sarah et moi nous sommes mariés dans le jardin en juin suivant. C'était un petit mariage. Merlin était l'une des demoiselles d'honneur. Harold était mon témoin. Il n'y avait pas de Porsche, pas de costume cher, pas de prétention, juste des gens qui nous aimaient. Preston a purgé 8 mois et a été libéré sous probation. Il travaille maintenant dans un lave-auto. Je le vois parfois quand je passe en voiture. Il garde la tête baissée. Il ne regarde plus les voitures chères. Il ne fait que les frotter. J'ai continué mon travail. Mon unité est devenue la meilleure de l'État. J'ai aidé des centaines de personnes âgées à récupérer leurs économies volées. J'ai mis des dizaines de prédateurs derrière les barreaux. Chaque fois que je coinçais un fraudeur, chaque fois que je trouvais un compte caché ou une signature falsifiée, j'avais l'impression que grand-mère Dorothy regardait par-dessus mon épaule, hochant la tête au-dessus de sa tasse de café. Mais la plus grande victoire n'a pas été l'affaire judiciaire. Ce n'était pas la promotion. C'était un mardi soir, des années plus tard. Sarah et moi avions une fille, Maya. Elle avait 7 ans. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Maya assise à la table de la cuisine. Sa tirelire était vide et un morceau de papier froissé était devant elle. Elle mâchait un crayon, fronçant les sourcils. « Que fais-tu, ma chérie ?» ai-je demandé, m'asseyant en face d'elle. « Je compte » a-t-elle dit. « Sérieusement. Je veux acheter un vélo, mais je ne sais pas si j'ai assez d'argent. Maman a dit que je devais faire un budget. » J'ai souri. Mon cœur avait l'impression de s'épanouir dans ma poitrine. « Eh bien, » ai-je dit, tendant la main vers le papier. « Regardons les chiffres parce que les chiffres disent la vérité. » Je me suis versé une tasse de café. J'ai regardé ma fille en sécurité, aimée, et apprenant la valeur de l'honnêteté. La piste écrite ne s'arrêtait pas avec moi. Elle ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir parcouru cette route difficile avec moi. Il n'a pas été facile de revivre la trahison des gens qui étaient censés me protéger. Mais si mon histoire peut sauver ne serait-ce qu'une seule personne, ça en valait la peine. Il y a 3 leçons difficiles que j'ai apprises des ruines de ma famille. Faites confiance, mais vérifiez. Nous nous aveuglons souvent aux défauts de nos proches. Nous pensons que la famille ne nous volerait pas. Mais les abus financiers viennent souvent des personnes les plus proches de vous. Si quelque chose ne va pas, si les chiffres ne concordent pas, écoutez votre instinct, pas votre culpabilité. La documentation est votre bouclier. Les journaux de ma grand-mère nous ont sauvés. Dans un monde où elle dit, les pistes écrites sont l'arme ultime. Gardez des registres. Notez les choses. La vérité n'est aussi bonne que la preuve que vous avez pour la soutenir. La famille, c'est l'action, pas le sang. Partager l'ADN ne fait pas de vous une famille. L'amour, le respect et l'honnêteté font de vous une famille. J'ai perdu une mère et un beau-père. Mais j'ai gagné une sœur en Merlin et un lien plus profond avec ma femme. Ne vous accrochez pas à des relations toxiques juste à cause d'un titre. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de votre famille pour faire ce qui était juste? Ou peut-être avez-vous dû être celui qui a brisé un cycle de toxicité? S'il vous plaît, laissez un bien dans les commentaires si vous pensez que justice a été rendue. Ou partagez votre propre histoire ci-dessous.
Votre interaction aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cet avertissement. Restez vigilants, gardez vos dossiers et serrez fort vos proches. Je vous retrouverai dans la prochaine histoire. Oh, hello, Benjamin. Welcome in. Good to see you again. How are you? Hello, Stratty. Welcome in. Hello, Shecold. Welcome in. Hello, hello. How are you? Hmm? Oh, hello, Cub. Welcome, welcome. Cute outfit. Thank you. Caxton. Hello. Welcome in. Shecold says, where is the cosplay? Bro, I threw all my masks. Not my masks. I threw all my surgical hats in the bin. Because I didn't think you guys would pick that. I was like, oh my god. So I don't have any on me right now. But next time I have Surge, I'll just bring my hat home, I guess. Where's the cosplay? Hello, Vanessa. Hey, welcome in. Hello, Doozy. Cute outfit. Think you know you. Are you streaming this evening, Doozy? Doozy says he wanted to break up with you. Okay, send over the divorce papers. I'll be ready. I waited all week for one stream. I waited all week for one stream too, actually. I was really looking forward to it. Hello, everyone. Straight and I said to keep going with the divorce papers. I bet. Sounds good. Sounds good with me. You know, you're single until you get married. Oh no, it's uneven. It is what it is. It is what it is. Hello, Aki. Welcome in. Hi, Bun. I've heard you had a great week. Hello, Chalky. I hope you had a great week too. I had a moderately good week. It was pretty okay. I had lots of things to complain about, but it's all out of my system now. I'm just really excited. Also, from last week's stream, I literally put my lashes here so I wouldn't lose them. Wait, can I show you? Look, it's my lashes. Alrighty. Do I have glue though? Where's my lash glue? Hello, hello. Hello, hello. Outdoors, welcome in. Yay, Bun stream, I'm still at work. No, I'll be here when you get home, don't worry. Welcome home out there. No, I'm just kidding, Lamau, oh my god, never mind. LZ, welcome in. Order to queue, welcome in. Good to see you. Not the divorce papers. Hello, welcome in, Chaz. Good to see you again. Sounds like you had a moderate week. Wait, why only moderately? I don't know, had people to complain about. G'day, g'day, so how's it going? G'day, g'day. How's it going? Hello, Secret Stasha. Thank you. One of the mods are here. Guys, we're under supervision. Please behave yourselves, guys. Stray lashes. Yes, I have to keep them. I have to keep them like this, otherwise I'll lose them. But yes, hello, hello, welcome in Order to Q. Hello, hello. Fake lashes? Well, now I don't know what to believe. Well, these are my real lashes. As you can see, they're very small and straight.
So we gotta put other ones on so they can go like this, you know, and look cool. Wanna look like a cool girl. Hi. Oh, thank you for the follow, Auditor. I appreciate it. Thank you. Hello, LZ. Hi. Time to vent. Should I? No, I'm scared because like, what if they're watching? I don't want to like shit on them.